Que connaissez-vous de la Chine? Les 9,6 millions de kilomètres carrés de son vaste territoire ou les 3 millions de kilomètres carrés de ses immenses mers? Ces paysages aux 4 saisons alternées ou une symphonie de glace et de feu? Quittant le sol et planant dans le ciel tel un oiseau, vous aurez une vue au-delà de votre imagination. On part pour des endroits ordinairement inaccessibles, afin de voir des merveilles réservées au ciel. Vus du haut, même les paysages les plus familiers changent sur cette terre où se déroulent nos vies quotidiennes. Du plus proche au foyer lointain, de la géographie naturelle à l'histoire humaine, un voyage aérien de 50 minutes vous donnera une expérience ultime inédite. Maintenant, commençons notre aventure dans le ciel. Dans le reste de ce voyage, nous allons traverser des montagnes et des sommets du Jiangxi. Nous allons nous promener au mont Shanxing pour profiter de sommets et forêts extraordinaires. Ensuite, nous allons nous rendre à Yanshan, observer la poussée des bambous, qui est un miracle. Pas loin de là, le mont Longhu nous prépare une belle aventure. Enfin, au mont Jinggang, nous serons témoins du tournant de la révolution chinoise. Vers le sud, nous rencontrons un groupe de montagnes et de sommets de granit qui se dressent. Les hauts et bas des mers et des continents pendant des milliards d'années ont créé les pierres drôles du mont Shanxing. Certaines de ces pierres se transforment en femmes tranquilles, assises dans les nuages et les brumes. Certaines sortent des vallées profondes pour aller jusqu'au ciel. Le mont Shanxing, entouré par les nuages et les brumes, correspond bien à l'espoir des taoïstes, voulant se cultiver pour devenir immortels et voulant pratiquer l'alchimie. Il y a 1600 ans, certains taoïstes ont découvert ce trésor et l'ont choisi pour construire leur temple. Par conséquent, la culture du taoïsme a donné le nom Shanxing à cette montagne. Les bambous aiment beaucoup la province du Jiangxi, car durant notre vol, on y voit souvent des forêts de bambous. Le bambou peut être considéré comme l'une des plantes qui croît le plus vite dans la nature. Pour atteindre une dizaine de mètres, un arbre a besoin d'une dizaine d'années. En revanche, le bambou n'a besoin que de 50 à 60 jours. En mai, les habitants de Yanshan commencent à entrer dans la montagne pour couper des bambous. Les bambous transférés en bas du mont sont le matériel pour fabriquer le papier liense qui ne se décompose pas pendant 1000 ans. Les gens obtiennent des fibres de bambou. Ensuite, ils les font sécher. Et enfin, ils peuvent fabriquer le papier liense. Tout ce processus demande une dizaine d'étapes et la fabrication peut durer jusqu'à 1 an. S'envolant vers le sud-ouest, on arrive dans un mont multicoloré. On peut découvrir les reliefs d'Anxia partout dans le monde.
Mais la Chine est tellement appréciée par la nature qu'elle possède le plus de relief d'Anxia sur Terre. Sur les falaises du mont Longhu sont déposés des cercueils suspendus. C'était une façon particulière d'inhumer les morts durant l'Antiquité chinoise. Mais comment les ancêtres chinois ont-ils réussi à déposer des cercueils sur les falaises? Tout le monde en est curieux. Maintenant, au site touristique du mont Longhu, tous les jours ont lieu des spectacles de cercueils suspendus, où les gens essaient de reproduire le processus de déposer les cercueils suspendus dont se sont servis nos ancêtres. À l'aide de poulies et de cordes, les acteurs arrivent à déposer sans difficulté des cercueils suspendus. Bien sûr, ce ne sont que des suppositions de nos contemporains. Ces acteurs sont des cueilleurs de plantes médicinales qui y habitent. Quelquefois, ils pratiquent également leur métier de cueilleur. Sur les falaises du mont Longhu existent toutes sortes d'herbes médicinales précieuses et rares. Avec l'aide d'une corde, les cueilleurs s'accrochent au milieu du mont pour s'approcher de ces trésors précieux. De génération en génération, leurs ancêtres gagnaient leur vie grâce à cette montagne. Et donc, ils ont développé ce genre de talent et l'ont transmis. La célébrité du mont Xingang ne se base pas sur sa beauté, mais plutôt sur une grande décision. En 1927, après avoir brisé un encerclement, l'armée qui a participé au soulèvement de la récolte d'automne sous la direction de Mao Zedong est arrivée au Xingangshan. Plus tard, les armées de la Révolution y sont venues des 4 coins du monde et ont réussi à se rassembler. Le jeune parti communiste chinois n'a pas trahi l'attente de cette montagne et de ses forêts. C'est au Xingangshan qu'est née la première base villageoise de révolution en Chine. Par la suite, les moindres étincelles révolutionnaires sont devenues plus nombreuses et prêtes à souffler sur les braises. Commençons ensuite un voyage qui nous approche de l'eau. On se rend au lac Poyang et on passe un moment tranquille avec des oiseaux migrateurs. Et puis, on va à Jingdezhen pour voir le feu éternel dans l'usine millénaire de porcelaine. Le Jiangxi est tout proche du fleuve Yangtze. Pendant la période d'or du transport fluvial, le fleuve Yangtze ressemblait à une autoroute. Le système d'eau qui couvre le Jiangxi équivaut aux autoroutes nationales et régionales. Les rivières constituent ensemble un réseau bien développé de transport. Grâce à elles, le Jiangxi peut se connecter rapidement avec toute la Chine. Au point de rencontre du lac Poyang et du fleuve Yangtze se dresse une seule montagne. Après avoir couru plus de 5000 km, le fleuve Yangtze connaît un 3e grand tournant. À partir de la montagne Shezhong, c'est l'aval du fleuve Yangtze. À son aval, le fleuve Yangtze lie les 4 grands lacs d'eau douce, dont le lac Poyang, qui est celui qui a le plus grand volume d'eau. Il ressemble au poumon du fleuve Yangtze et il garantit de l'eau à ce dernier pendant la saison d'étiage.
quand les inondations arrivent, le lac Poyang accepte l'eau surabondante du fleuve Yangtze. Ainsi, grâce à cette absorption et à ce débit, le lac garde une stabilité relative au fleuve. Pendant les inondations, sur le lac Poyang, on peut apercevoir quelques anciennes constructions dans l'eau. En fait, elles sont sur la petite île Luosingdoon. Une fois que la période d'étiage arrive, le niveau d'eau baisse et le fond du lac apparaît tout en dévoilant une prairie. C'est à ce moment-là que la petite île cachée sous l'eau émerge complètement de l'eau. L'apparence du lac Poyang dépend de la saison où on le voit. C'est une route sur l'eau qui traverse le lac Poyang. Chaque année, en été, durant la période des crues, l'eau du lac passe par-dessus la route. Donc, de nombreuses personnes y viennent pour satisfaire leur envie de conduire dans l'eau. Le niveau de l'eau augmente continuellement. 2 semaines plus tard, cette route est complètement débordée d'eau. Chaque année, en hiver, le lac Poyang accueille une grande fête d'oiseaux migrateurs. Au plus haut point, il y en a plus de 700 000 qui sont présents ici. Ils amènent avec eux toute leur famille. Les grues blanches sont les fidèles d'ici. Le front rouge, avec les plumes blanches, est leur signe distinctif. Ceux qui se promènent juste à côté des grues blanches sont les tantales orientaux, avec des plumes noires et blanches qui alternent. Ils peuvent être considérés comme les clients super VIP du lac Poyang, puisque dans le monde entier, il n'y a que 3000 tantales orientaux. Quand les grues blanches déploient leurs ailes pour s'envoler, au bout de leurs ailes existe un petit bout de plumes noires qui sont leurs premières émiges. En revanche, pour les tantales orientaux, les plumes noires couvrent toutes leurs ailes. Ces experts en vol font du lac Poyang un paradis séduisant les oiseaux migrateurs. Dans le lac Poyang, l'animal le plus difficile à rencontrer est le marsouin aptère du fleuve Yangtze, espèce en voie de disparition. Nos recherches ont duré 3 jours et au final, on a réussi à saisir le moment où le marsouin aptère émerge de l'eau. Son apparence ressemble à celle du dauphin. Il sort de l'eau pour respirer 1 fois par minute. Aujourd'hui, on a vraiment de la chance d'avoir rencontré 2 marsouins aptères ensemble. Il semble qu'au fur et à mesure de la montée du niveau de l'eau du lac Poyang, ces marsouins aptères pourront avoir une vie plus heureuse. S'envolant vers le sud-est, rejoignons une pêche cohérente. Se servir des cormorans pour pêcher est une tradition qui existe depuis des milliers d'années. Une fois que les pêcheurs frappent la surface de l'eau en donnant l'ordre, les cormorans, pénétrant dans les pensées secrètes de ces pêcheurs, plongent.
Un peu plus tard, ils émergent de l'eau avec leur proie. Avant la pêche, en général, les pêcheurs ne donnent pas à manger aux cormorans, puisque s'ils mangent à leur faim, ils ne voudront probablement pas travailler. Parfois, si les cormorans attrapent un gros poisson, ils obtiennent une récompense de leur propriétaire. Au crépuscule, les bateaux de pêche rentrent pleins de poissons. Un repas copieux attend les cormorans. Quittant le lac Poyang, on se rend à Dingdegen, ville très connue grâce à ses belles porcelaines. On raconte que durant la dynastie Song, des porcelaines de couleur verte et blanche fabriquées ici ont émerveillé l'empereur au pouvoir. Donc, ce dernier a donné son titre de règne comme nom à cette ville. Depuis ce moment-là, cette ville s'appelle Dingdegen. L'ancienne fabrique où étaient produites les porcelaines fut construite selon la topographie du mont. La structure d'escalier, correspondant à l'ordre de la cuisson des différentes porcelaines, permettait de réduire la consommation énergétique. Dans l'Antiquité, chaque année, il y avait des millions de porcelaines qui étaient produites à Dingdegen. En suivant la rivière Chang, elles quittaient leur pays natal pour avancer vers leur destin. Et elles étaient les représentantes de l'image de la Chine dans le monde entier. Pendant ce voyage, revivons les moments où un groupe de vagabonds s'est installé dans un pays étranger. Le champ en terrasse Shangba préserve encore les premières traces laissées par les Hakka quand ils sont arrivés de l'étranger. Nous allons visiter des maisons circulaires afin de découvrir comment ils sont arrivés à avoir une vie meilleure. Enfin, restons dans les villages pour connaître les jeux particuliers des Hakka à l'occasion des fêtes. Voici un champ en terrasse exploité par les Hakka. Durant les dynasties Tang et Song, pour échapper aux guerres du Nord, un groupe d'immigrés venant de la plaine centrale a traversé les montagnes pour venir ici. En raison de leur séjour dans un pays étranger, ils étaient appelés Hakka, les étrangers en chinois. Pour les immigrés, il est normal de sentir tristesse et peine. Une fois arrivés, ils ont découvert que toutes les terres plates étaient déjà prises. Donc pour avoir un bout de terre arable, il fallait superposer. Ainsi, avec des superpositions, ils ont obtenu un champ en terrasse Shangba avec un dénivelé de presque 1000 mètres. Après avoir eu des terres et résolu les problèmes de nourriture et d'habits, les Hakka se sont mis à s'installer. Les constructions en couleur foncée qui se cachent parmi les bâtiments modernes sont des habitations traditionnelles Hakka, les maisons circulaires. Pour échapper aux bandits et aux attaques d'animaux féroces, les Hakka se sont servis de murs solides pour encadrer un espace et ils ont commencé à vivre ensemble, par clan. La maison circulaire Yanyi est la plus haute maison circulaire qui existe dans la province du Jiangxi. Plus qu'une habitation, c'est une vraie forteresse. Les murs hauts de 15 mètres sont construits en granit et briques vertes. Et il n'y a qu'une porte qui sert à la fois d'entrée et de sortie. Un quart des 136 chambres de la maison circulaire Yanyi est réservé à stocker des vivres. Même si cette maison circulaire est assiégée,
les habitants peuvent y rester pendant 1 an. De là, on peut avoir une idée de la difficulté de s'intégrer dans une nouvelle région. La maison circulaire Wushe montre une autre fois une fonction défensive. Les 4 tours couvrent les 4 directions. Quand les ennemis arrivaient, ces tours contre-attaquaient grâce à leurs canons. Au fur et à mesure de la stabilité et de la tranquillité des Hakka, la maison circulaire est devenue plus sophistiquée. On dit que la construction de la nouvelle maison circulaire Guanxi a duré 29 ans et a coûté plus d'1 million de pièces d'argent. Au milieu de la maison circulaire s'est construite une grande maison avec 3 parties à la suite et 5 parties côte à côte. Dans cette maison de luxe, d'une superficie de 8000 m², on ne peut trouver aucune inquiétude des Hakka causée par leur vie nomade. Pendant le mois de janvier, selon le calendrier lunaire, on se rend dans la localité du district Gan, où se rassemblent les Hakka, afin de trouver leurs traditions les plus singulières. Le plateau en forme de puits, que les villageois tiennent à la main, s'appelle Dadia. Là-bas, la prononciation de Dadia ressemble à celle de faire fortune. Donc celui qui peut arracher Dadia aura de la chance. Pour l'instant, les gestes des 2 camps sont un peu exagérés. Les concours, qui étaient auparavant acharnés, deviennent aujourd'hui des spectacles drôles à l'occasion des fêtes. Dans les interactions, la bonne fortune ne sera pas le privilège d'une seule personne, et la bonne chance est partagée entre tout le monde. La plupart des traditions des Hakka datent, et même les instruments consacrés aux cérémonies ont une vieille apparence. Les anciennes tuiles conservées dans le grenier ont plus de 100 ans. À l'occasion de la fête de la mi-automne, ces tuiles manifestent leur utilité. Les Hakka ont construit une tour creuse à l'intérieur de 3 mètres avec des tuiles et des briques. Le jour, il est vraiment difficile de deviner son usage. En revanche, le soir, la tour de tuiles dévoile son vrai visage. Pour rendre l'atmosphère encore plus chaleureuse, certains ajoutent du soufre en poudre dans le feu. On raconte que des centaines d'années plus tôt, les flammes de la tour de tuiles étaient considérées comme l'ordre de soulèvement des Hakka. Désormais, ces flammes sont plutôt un carnaval de feu. Elles rassemblent les gens ensemble pour transmettre bonne fortune et vie heureuse. Visitons ensuite les 2 villes que la rivière Gan nourrit. Dans la ville de Ganzhou, on va connaître un pont flottant qui s'adapte à toutes les circonstances. En suivant le courant, on va descendre à Nanchang. La rivière Gan est la plus grande rivière du Jiangxi. Elle traverse la province du sud au nord. Voici la raison pour laquelle la province du Jiangxi est aussi appelée Gan. Après avoir traversé les montagnes, la rivière Jiang et la rivière Gong se rencontrent au nord de Ganzhou et forment une nouvelle rivière. La rivière Jiang est à gauche et la rivière Gong est à droite. Si l'on lit les 2 caractères, cela donne Gan.
Le vieux quartier de Ganzhou est bordé par les rivières, et donc les objets qui apparaissent le plus à l'intérieur et à l'extérieur de Ganzhou sont les ponts. 117 bateaux en bois constituent un pont flottant de 400 mètres pour lier les deux côtés de la rivière Gong. La poussée des bateaux en bois soutient le corps du pont. Selon les flux et les reflux de la rivière, le pont monte ou baisse. Auparavant, le transport par voie d'eau était trop chargé, donc le pont de bateau devait se rompre 2 fois par jour pour laisser passer les bateaux. Maintenant, la règle de rompre le pont de bateau est annulée. Sauf demande particulière, on envoie un bateau spécial démonter ce pont de bateau. Voici la version actuelle de la scène où l'on démonte le pont pour passer. Suivant le cours de la rivière Gan, on se rend à la dernière étape de ce voyage. Dans la ville de Nanchang, on peut trouver de nombreux noms en relation avec le 1er août, y compris les ponts, les routes et les parcs. Et même l'équipe de football porte le nom de 1er août. Tous les noms liés au 1er août ont pour but de célébrer un même jour. Le 1er août 1927, un coup de fusil dans la ville de Nanchang a déclenché une période de guerre et de révolution. Ce jour-là sonne l'anniversaire de la naissance de l'armée populaire. Aujourd'hui, le pavillon du prince Tang, que l'on voit du côté est de la rivière Gan, n'est pas celui de la dynastie Tang. En revanche, celui-ci est une reproduction sophistiquée. Durant la dynastie Tang, Wang Bo, un poète qui est passé par ici, a rejoint un festin ayant lieu dans le pavillon du prince Tang. Préface du pavillon du prince Tang, son œuvre, est passée de génération en génération. La phrase « Les lumières du crépuscule s'envolent avec les canards et en automne la rivière fait un ensemble avec le grand ciel » est inoubliable. Le pavillon du prince Tang a par la suite connu un grand nombre de reconstructions. De nos jours, ce pavillon connaît sa 29e reconstruction. Si préface du pavillon du prince Tang existe et est encore transmis, ce pavillon existera pour toujours, sans aucun doute. Nanchang, sous la nuit, les lumières dessinent une nouvelle fois la silhouette de cette ville. Le célèbre pavillon du prince Tang, qui profite d'une bonne réputation, se situe à l'est de la rivière Gan et à l'ouest de cette rivière, on y trouve la nouvelle zone de Ronggutan de cette ville. Au-dessus de la rivière Gan, la prospérité de Nanchang traverse pour l'instant le passé et le présent. Préface du pavillon du prince Tang nous permet de retenir une époque dans nos cœurs. Il en va de même. La ville actuelle de Nanchang mérite aussi une imagination et une commémoration.